Moi, ce que je pense en tant que bénéficiaire, donc pas en tant que... je pense que, vu qu'elle est propriétaire de l'immeuble, elle doit avoir des sous, donc ce serait pas mal de lui ajouter une aide administrative payante, pourquoi pas. Et puis, d'un autre côté, il n'y aurait pas moyen de casser un peu un deuxième pied pour qu'elle soit obligée d'avoir un déambulateur. C'est une solution. Si elle ne peut plus s'appuyer sur son truc, elle sera obligée d'avoir un déambulateur. Voilà, bon, enfin, ça c'est... On détourne alors. En tout cas, vous questionnez la question d'une aide matérielle qui n'est pas tout à fait adaptée, et effectivement, voilà, de manière humoristique, mais c'est important, bien sûr. Ouais. Il me semble, oui, la question qui nous agite souvent, nous les professionnels, c'est la question de la responsabilité face à une prise de risque, en fait. Et là, il semble qu'il y a deux risques, de chute et puis d'abus financiers, et de se dire comment on assume, en fait, avec la personne cette prise de risque, et pour qu'il n'y ait pas de recherche sur notre responsabilité, si effectivement il se passe quelque chose de malencontreux comme cette chute et puis ou un abus potentiel. Et on peut être plus ou moins sensible à cette notion de recherche de responsabilité selon aussi notre culture professionnelle. Et il y a vraisemblablement une nécessité d'échange. Alors, comment on associe la personne à cette prise de risque collective et d'accepter ensemble, en fait, de prendre ce risque? Eh bien, en fait, au travers de votre exposé, je vais vous demander qu'est-ce qui questionne? Le risque de chute, cette femme irait en EHPAD, elle risquerait de chuter, elle a 102 ans, elle vit très bien, elle est entourée. Elle a des bénévoles, des professionnels, elle est capable encore de manifester une intention. Je trouve que c'est plutôt... l'accompagnement, à moi, me semble suffisant. Et la protection, puisque la question était sur la protection juridique. Une protection juridique, je ne suis pas sûre que pour l'instant, j'ai pas entendu que vous parliez de suspicion de personnes qui voulaient l'abuser. J'ai eu l'impression plutôt qu'elle était bien entourée avec des gens bienveillants. Voilà. Alors la question c'était aussi de savoir finalement, elle n'a pas d'entourage familiaux, c'est des bénévoles. Quelle est leur responsabilité? Pardon, excusez-moi, vous m'entendez là? Ouais. Donc quelle est la responsabilité des bénévoles et quelles sont les obligations peut-être, ou obligations ou quelles responsabilités ils peuvent avoir par rapport à cette dame de 102 ans qui visiblement a quand même des troubles cognitifs, qui n'arrive plus à gérer le quotidien. Donc que ce soit à l'administratif, financier et le quotidien des repas, de la toilette, etc. Voilà, c'était aussi la question par rapport à la place des bénévoles, par rapport à la place des professionnels, qui sont aussi pas tout à fait d'accord sur la prise en charge et l'accompagnement. Oui. Pourquoi il y a ce désaccord et qu'est-ce qui bloque au niveau pour les personnes qui ne veulent pas de protection juridique? Alors, madame exprime qu'elle veut décider pour elle-même. Première des choses. La deuxième des choses, c'est que la coordinatrice sociale, qui est moi-même, c'était une de mes situations, donc j'ai constaté que finalement, la gestion administrative était faite par les bénévoles et qu'elle était bien faite. Le SIAD qui intervenait du moins, lui, il a plutôt des difficultés sur le fait qu'il y a un risque de chute, il s'interroge plutôt sur le maintien à domicile. Donc, mon intervention, justement, en fait, ils m'ont demandé d'intervenir pour faire une mesure de protection. À ce moment-là, moi, j'ai estimé que par rapport au vu des éléments présents sur la situation, la mise sous protection n'était pas nécessaire. Mais le SIAD n'était pas forcément d'accord avec moi, en fait. En fait, ça soulève la question des éléments, de l'ensemble des éléments qui seraient en faveur qui pourraient être des alertes pour une mise sous protection. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on peut s'apercevoir dans cette situation, on peut se demander si tous les éléments ont été examinés, si l'évaluation a été suffisamment poussée des capacités de cette personne, de ses besoins, de manière à ce qu'on puisse finalement lister un certain nombre d'inquiétudes et d'alertes qui pourraient effectivement entraîner un signalement au procureur. Là, en l'occurrence, il y a un désaccord. Il semblerait que les éléments qui sont portés sur
sur la description de la situation sont quand même assez insuffisants. Donc on pense, enfin, on pourrait imaginer que dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est déjà peut-être faire une réunion de concertation, une réunion de synthèse, quelque chose comme ça, qui pourrait faire se rencontrer tous les professionnels autour de cette situation et les faire penser aux éléments, fouiller un peu, interroger aussi, enfin, se préoccuper également du ressenti de Madame Rose. On a vu qu'elle avait très peu de problèmes cognitifs. Qu'est-ce que cette dame est encore en capacité de nous dire par rapport à ses besoins, par rapport à ses envies, ses désirs? C'est ça aussi qui peut-être... voilà. Il y a sûrement d'autres questions. Ah, il y a d'autres questions. Moi, je me demandais, au final, qu'est-ce qu'on craint pour cette dame? Qu'elle meure, c'est sûr, on mourra tous. Et est-ce qu'elle risque de manquer d'argent? Elle a 102 ans, elle possède un immeuble. Et pour reprendre une citation une anecdote d'une patiente que j'avais vue récemment, elle me disait, comme le dit l'adage, on n'a jamais vu un coffre-fort poursuivre un corbillard. Et pour le coup, cette dame, personne ne l'aide. Elle a peut-être des héritiers, mais qui ne se manifestent pas. Au final, où est le problème? Je suis assez d'avis que la protection, ça m'interroge. C'était aussi une de mes interrogations. Le problème, il est aussi que la demande du SIAD, enfin l'interrogation du SIAD par rapport à son projet de vie, et notamment par rapport au fait qu'elle ne puisse plus, ils évoquent l'éventualité qu'elle ne puisse plus rester au domicile seule. Donc il y a aussi la question d'un EHPAD qui, pour cette femme, semble être quand même quelque chose de difficile, puisqu'elle dit, enfin qu'elle refuse l'EHPAD, et qu'elle dit, moi j'ai toujours voulu faire ce que j'ai toujours, je reprends ces mots, qu'est-ce qu'elle dit déjà? Enfin bref, elle n'a jamais voulu rien changer, enfin elle est tout à fait satisfaite de sa situation, pourquoi elle changerait? Ça lui convient très bien. En fait, moi, je vais aller un peu dans le sens de monsieur, et je voulais vous poser une question par rapport au risque de chute qu'on entend toujours, enfin, risque de chute à domicile, et je voulais savoir, le pire, ça pourrait être quoi pour cette dame, selon vous? Le pire pour le SIAD, j'imagine, c'était la chute, et que finalement, elle se fasse hospitaliser. Oui, ou qu'elle meure. Ou qu'elle meure. Et du coup, la question peut-être qui se pose pour nous professionnels, est-ce qu'on pourrait endosser est-ce qu'on va se sentir responsable de la mort de cette dame si on ne lui met pas un déambulateur, ou bien si on ne sécurise pas complètement son domicile, est-ce qu'on accepte par exemple qu'elle tombe, qu'elle meure, parce que, au détriment qu'on a respecté son souhait? Je pense que c'est ça aussi peut-être la question. Moi je serais d'avis de la laisser marcher avec sa desserte. Bonjour, moi, je voudrais juste remettre en perspective, peut-être mettre un peu les pieds dans le plat aussi. Tout à l'heure, on avait posé la question si la personne était jeune. Et effectivement, si la personne là avait 70 ans et pas 102 ans. Il y a aussi, là, on est en train d'essayer de changer une situation d'une personne qui a 102 ans, qui est habituée à sa desserte, justement. À 102 ans, malheureusement, on peut tomber. C'est difficile de s'en remettre, c'est sûr. À 70 ans, c'est plus facile de s'en remettre. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cet âge, quand même, très honorable? Alors, moi, j'aimerais bien avoir des réponses dans la salle par rapport à l'âge. Oui, je pense qu'il serait important d'anticiper avec elle la chute. Si vous tombez, si vous êtes hospitalisé, si ensuite vous ne pouvez plus marcher, est-ce que c'est à la maison que vous voulez revenir ou est-ce que c'est dans une structure où vous serez mieux entouré, dans un EHPAD, et à ce moment-là faire aussi un dossier anticipé d'EHPAD, ou sinon réfléchir avec elle à la vente de certains de ses biens pour, si ses revenus ne sont pas suffisants, pour qu'elle puisse revenir invalide au domicile et avoir quelqu'un qui veille sur elle. Mais il me semble que c'est la laisser chez elle en anticipant les situations qui peuvent se dramatiser. Lui faire prendre conscience des risques qu'elle prend en utilisant sa desserte. Des risques de chute qu'elle prend en utilisant sa desserte, c'est ça? On a bien conscience qu'elle peut tomber, mais le penser, le réfléchir. Les risques qu'elle prend en vivant. Voilà. Il y avait une autre question, intervention ici. Alors, initialement, je voulais parler plus du risque financier, mais là, comme on est plus sur les chutes, sur la question de l'âge, ça voudrait dire qu'on se pose la question de est-ce que c'est plus acceptable que la personne meure à 102 ans ou à 90 ans? Donc, je ne sais pas, moi, je ne me pose pas trop la question différemment par rapport à l'âge.
Je me poserais par contre la question, si on parlait de chutes avérées toutes les semaines, c'est vrai que s'il y avait des allers-retours, enfin, là je ne crois pas que ce soit indiqué qu'il y ait des chutes toutes les semaines, il y a un risque de chute. Bon, voilà, enfin, je ne voulais pas vraiment aborder ce sujet-là. Plus par rapport aux finances, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle a confiance aux personnes qui gèrent alors qu'elle ne voit plus rien? Est-ce qu'elle fait faire seulement à certaines personnes de confiance, ou est-ce qu'elle demande à n'importe qui passe de venir signer ses chèques? C'est des éléments d'évaluation dont j'aurais besoin pour savoir si je m'inquiète particulièrement ou pas. Et l'autre question que je me poserais, c'est comment vivent les bénévoles le fait de devoir gérer des choses que la personne ne peut pas valider derrière? Est-ce qu'ils demandent, eux, un contrôle pour se sentir mieux, ou est-ce qu'ils le vivent très bien? Pareil, c'est un élément, je pense que s'ils le vivaient mal, ça me rassurerait. Enfin, s'ils demandaient qu'il y ait un contrôle. Donc voilà, c'est ces éléments-là complémentaires que j'aurais besoin d'avoir peut-être pour avoir un avis sur la situation. Moi, j'ajouterais un élément, c'est que pour avoir travaillé en EHPAD, l'EHPAD n'a jamais empêché la chute. Donc, certes, on peut limiter un certain nombre de... le cadre présente effectivement des caractères sécurisants, mais il peut y avoir peut-être un fantasme de croire qu'aller en EHPAD, ça va empêcher de chuter. Et malheureusement, quand on ne tient pas bien sur ses jambes et qu'on ne veut vraiment pas prendre son déambulateur, qu'on soit en EHPAD ou qu'on soit à la maison, ça ne change pas grand-chose. Et au demeurant, moi j'ai le sentiment que vous avez exactement adopté la démarche qu'il fallait, c'était de vérifier qu'il n'y ait pas d'abus ou de dysfonctionnement dans les comptes et dans l'administration. Dès lors que vous êtes vous êtes saisi de la situation et que vous avez la possibilité de contrôler à intervalles réguliers qu'effectivement il n'y ait pas de malversation, d'abus, etc., la situation elle est déjà vraiment prise en compte. Donc il est toujours temps de changer de biais s'il se passe un événement préoccupant. Mais aujourd'hui, la situation est bien gérée. Madame est satisfaite d'habiter à son domicile. Voilà, le mieux serait l'ennemi du bien dans cette situation, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'EHPAD n'a jamais empêché les gens de tomber, et ça saurait. Et c'est surtout que ça rassure, c'est un cadre, et c'est surtout les passages répétés qui font qu'il n'y a pas la position au sol pendant des heures avec toutes les conséquences derrière. Donc la question parfois peut-être à se poser, c'est de renforcer peut-être le système de passage et de surveillance, voir si elle est en capacité aussi d'avoir une téléalarme, et d'axer plus sur la prévention de la chute que de se dire on la met dans une cloche ce qu'elle ne veut pas, et comme ça elle ne tombe pas. Voilà, je pense que d'être en bénéfice-risque par rapport à ça, si elle a un passage toutes les 3 fois par jour par exemple, ça peut être largement suffisant si en plus elle a les moyens et qu'en plus c'est moins intrusif que du 24/24 si elle ne le souhaite pas. On voit que quand même se dessinent certains préjugés. Donc déjà il y avait le préjugé de la vie bonne en EHPAD que vous avez un peu démonté. C'est aussi le fait de dire pourquoi pas l'option de l'aide administrative payante plutôt que de bénévole, et en même temps chez une dame qui ne voit pas ou qui ne voit pas ce qu'elle signe, est-ce qu'une aide administrative payante versus des bénévoles qui la connaissent depuis des décennies a plus de légitimité ou plus de poids vis-à-vis de cette gestion-là? Et du coup se pose la question, est-ce que certains d'entre vous auraient justement l'attitude inverse de dire c'est pas une situation satisfaisante parce que même si ce sont des bénévoles qu'elle connaît, ce ne sont pas eux d'endosser ces missions. Est-ce que voilà, il y a certains d'entre vous ont cette position? J'essaie de me mettre dans la position de ceux qui ont posé la situation, en gros le SIAD qui se questionne. Parce que de ce que j'entends, de ce que vous dites, c'est le risque de chute ne sera pas plus important en EHPAD, et c'est pas bien grave que si des bénévoles prennent soin de ses finances et que c'est bien géré, c'est pas un problème. Bon, je suis peut-être d'accord avec vous, mais je vais me faire l'avocat du diable. Je suis le SIAD, j'interviens, je me rends compte qu'elle voit mal, qu'elle entend mal, qu'il fait très sombre dans son appartement et qu'elle se déplace avec un déambulateur. Bon, elle chute. Moi, si j'interviens et que je vois que quelqu'un a chuté, je me dis, bon, qui intervenait? Et la première question que je vous dirais, c'est, vous saviez qu'elle se baladait avec un truc branlant,
une desserte où il manque une roue, etc. Vous voyez, bon, donc pourquoi est-ce qu'elle n'utilise pas un déambulateur? Moi, de ce que je comprends, un déambulateur, il faut le soulever, la petite table, elle roule. Est-ce qu'il n'y a pas une compétence de kiné ou de psychomotricien à mobiliser? Mais c'est pas du tout le même type de déplacement en s'appuyant sur quelque chose qui roule et quelque chose qu'on soulève pour avancer. Bon, mais ça, c'est, à la limite, c'est le moins le souci. Mais j'ai l'impression quand même qu'on peut légitimement se poser la question de la chute, parce que je trouve que c'est aller un tout petit peu vite peut-être de dire en EHPAD elle chuterait aussi, au sens où j'ai l'impression que le SIAD se dit finalement elle se rend plus compte de ce qu'elle fait. C'est pas qu'elle se rend, vous voyez, c'est un peu comme si on l'abandonnait chez elle entre les moments où on passe, c'est que elle utilise ça parce qu'elle n'a plus vraiment une appréhension et une notion correcte de son environnement. Bon. Alors admettons que ça, on le balaye. En revanche, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur les aspects financiers. D'abord, je trouve que ce n'est pas le job d'un bénévole de signer des chèques, d'aller retirer de l'argent à la banque. C'est pas ce qu'on leur demande. Et on n'a pas, je trouve, à leur demander, surtout durablement, que ça arrive occasionnellement, c'est une chose, etc. Et puis elle a un immeuble, cette dame, si je comprends bien. Donc est-ce qu'elle a des locataires ? On suppose qu'elle a des locataires. Quand vous êtes dans un immeuble, même quand vous n'avez qu'un appartement, vous avez des charges, vous avez des travaux de ravalement, des travaux d'entretien, vous avez une responsabilité par rapport aux locataires si vous vous entretenez pas. Donc elle entre typiquement dans les indications d'une mesure de protection juridique parce qu'elle a du patrimoine, pas pour protéger le patrimoine, mais parce que ça implique c'est chiant d'être riche, c'est-à-dire ça implique tout un tas de responsabilités que très manifestement elle est plus capable d'assumer parce que même aller chercher de l'argent ou signer un chèque, elle ne peut pas le faire. Pas seulement parce qu'elle ne voit pas apparemment. Et donc je sens bien que vous avez une méfiance dans le médico-social à faire appel et que signalement au procureur, ça fait 2 mots. On aimerait autant éviter d'avoir à faire ça, mais malgré les mots, là en l'occurrence, c'est simplement demander à l'autorité judiciaire de regarder si en l'état actuel du droit et de la situation de cette dame, il y a besoin d'une mesure. C'est pas parce que vous faites un signalement que le procureur et le juge vont décider de le mettre en place, cette protection. C'est pas parce que vous demandez qu'il y aura une tutelle au bien et à la personne. Peut-être que ce sera juste une curatelle ou une curatelle renforcée ou une sauvegarde, on n'en sait rien, peut-être une mesure légère. C'est pas sûr qu'ils vont avoir la main très lourde. Donc en tout cas, il me semble que moi je ferai la distinction entre les deux. Je veux bien vous suivre sur en EHPAD aussi un risque de chuter, admettons, mais sur l'aspect financier, moi personnellement, alors vous allez me dire c'est parce que je connais la fin de l'histoire, mais c'est pas vrai. Je trouve qu'il y a une distinction entre les deux et que la gestion là d'avoir un patrimoine à gérer et les implications que ça, pas pour le protéger, bon, mais des implications légales en termes de responsabilité que ça a pour elle, voilà, ça mériterait pour moi au moins de demander au procureur de regarder ce qu'il en pense. Juste une petite précision par rapport à la protection. Pardon, je me lève. Effectivement, en théorie, c'est pour protéger la personne et en théorie, ils n'ont pas toujours la main lourde. Après, sur le terrain, on voit que c'est quand même parfois une sacrée privation de liberté avec des mandataires qui sont surchargés, que les gens ont du mal à solliciter, qu'on a du mal à solliciter. Voilà, c'est quand même une grosse corde aux pieds des personnes. Donc, je pense que c'est bien de se poser la question 2 ou 3 fois avant de faire un signalement quand même. Oui, mais s'il y a un accident dans l'immeuble, s'il y a un locataire, s'il y a un enfant qui a un souci parce que l'immeuble n'a pas été entretenu, il y a un plancher qui s'effondre, j'en sais rien. Mais là, la question est qui doit prendre cette décision ? On ne vous demande pas de vous mettre en place la mesure. On vous demande de faire ou pas un signalement, c'est-à-dire d'alerter l'autorité judiciaire, parce que ce seraient ces enfants. Changeons la situation. Ce seraient ces enfants, ils auraient une procuration, ils feraient ça, ils iraient, ils régleraient les factures, ils ouvriraient le courrier, etc. La situation serait un peu différente quand même. Ou des enfants, ou même des neveux, quelqu'un de la famille. Même en droit, la situation serait différente parce que... Bon, mais peut-être que le juge déciderait quand même de nommer un des enfants ou plusieurs enfants, curateurs ou co-tuteurs, etc.
Là, c'est des bénévoles. Donc, et d'une, c'est faire peser, je trouve, beaucoup de responsabilités sur eux. Et c'est voir par un tout petit bout de la lorgnette la réponse, les missions qu'elle n'est plus capable de réaliser, là, y compris de l'entretien, la responsabilité, la gestion de son patrimoine et de l'entretien de l'immeuble. La différence peut-être avec beaucoup d'autres situations, c'est que là, il y a des risques pour d'autres, en fait, pour d'éventuels locataires, pour ces bénévoles qui prennent des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Voilà, différemment d'autres situations. Si cette dame n'avait pas eu du patrimoine et qu'elle avait été toute seule, la question ne se poserait pas de la même manière. Peut-être qu'on peut aussi investiguer pour savoir qui s'occupe, s'il y a une société qui gère ses biens ou quelque chose. Enfin, quelle est la dimension du problème financier et de responsabilité sur cette... Et tu voulais savoir qui étaient les bénévoles? Moi, je suis étonnée quand même que des bénévoles signent des chèques. Enfin, ils font partie de quelle association? Cette dame, elle a fait un testament. Cette dame a fait un testament. Enfin, moi, je suis étonnée quand même que des bénévoles signent des chèques. Non, c'est pas les bénévoles. Ils lui font signer des chèques. Enfin, c'est... Oui. Non, ça soulève vraiment la question de ces biens, oui. Pour information, c'est des bénévoles qu'elle connaît depuis 30 ans. Voilà. Et qui sont jeunes. Merci. Non. Alors, vous savez que cette situation, elle évoque quelque chose pour moi. Vous le savez, Sabrina. D'abord, moi, je suis tout à fait pour... Parce que j'ai été une amie bénévole qui s'est occupée d'une dame très âgée, qui était mon amie depuis 40 ans, dont je me suis occupée de tous les papiers, je lui ai fait signer les chèques jusqu'au moment... Alors, je ne sais pas si elle a des héritiers, cette dame-là. Moi, ma vieille dame, elle avait une fille avec laquelle elle était fâchée depuis 30 ans, et j'ai quand même pris conscience que le jour où elle serait plus là, bien que je tenais des cahiers, des choses, et ça a été un soulagement extraordinaire, et peut-être que ça a été une chance de tomber sur une tutrice qui était vraiment bienveillante et qui a vu ses moyens, qui n'a jamais refusé qu'elle sorte de l'argent, qu'elle vive sur son même train de vie et tout. Et moi, au moins, je me suis dit, le jour où elle ne sera plus là, il y aura quelqu'un officiellement pour rendre des comptes. Parce que, est-ce qu'elle a des héritiers? Est-ce qu'un jour, à ces personnes bénévoles, on ne va pas venir leur demander des comptes? Tadam, il y a un nouvel élément. 6 mois après, le portefeuille de Madame Blanche disparaît alors qu'elle ne sort pas de chez elle. Suspense. Est-ce que vous changez d'avis? Est-ce que ça change quelque chose? Ici, on a l'hypothèse que le portefeuille a pu être rangé quelque part. Donc on cherche quand même des justifications pour éviter de s'inquiéter, en premier lieu, visiblement. Oui, donc là on est typiquement sur les éléments qui vont venir constituer en fait des faisceaux d'indices en faveur du rapport social qu'on pourra rédiger en vue de signalement. C'est aussi l'idée de la précaution peut-être dont on fait preuve par rapport à la rédaction d'un signalement, c'est qu'il faut que les questions soient pesées, réfléchies et qu'on ait des véritables indices qui apportent des éléments d'inquiétude. Et ça, on est effectivement en faveur de ces éléments. Et si Madame Blanche, informée évidemment de cette possibilité de signalement, s'y oppose? Si Madame Blanche, informée de cette possibilité de signalement, s'y oppose, si elle vous dit, ben non, moi je... Il me semble que le principe du signalement, c'est qu'on n'a pas réussi à obtenir un accord pour une requête. Donc, si elle s'y oppose, toujours, il me semble qu'il y a cette réflexion en fait collégiale avec les autres acteurs de peser le bénéfice-risque. Et à un moment donné, le principe du signalement, c'est qu'on va parfois à l'encontre d'une position de la personne pour aller vers ce qui nous semble là
bien, juste, protecteur et vraisemblablement parfois en opposition avec la personne. Mais je suis mal à l'aise de dire tout ça dans un forum éthique. Alors, on a invité à table Estelle Ram, qui est gestionnaire de cas et de formation assistante sociale, peut-être pour un point information sur les signalements au procureur de la République. Alors, très souvent, les mesures de protection sont envisagées par les professionnels ou par les personnes accompagnées, comme on l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure, comme des mesures contre les personnes vulnérables et non pas pour les personnes vulnérables. La liberté de la personne qu'a évoqué Sophie tout à l'heure. Or, la loi de 2007 portant réforme de la protection des majeurs est fondée sur 3 principes qui concourent au respect des droits des personnes vulnérables. Le principe de nécessité, une demande de mesure de protection n'est possible qu'en produisant un certificat médical circonstancié attestant de l'altération des facultés personnelles, qu'elles soient corporelles ou mentales, et qui empêche l'expression de sa volonté. Le principe de subsidiarité, la mesure de protection ne peut être ordonnée que si d'autres dispositifs moins restrictifs de liberté ont été préalablement étudiés avec la personne et lorsque son entourage et ou sa famille ne peuvent être soutenants pour protéger ses intérêts. Donc c'est vrai que dans la situation qu'on a vue là juste avant, si ça avait été un membre de la famille qui avait géré, peut-être qu'on se serait posé moins de questions puisque on aurait pu gérer sans restriction de liberté, des procurations, les droits et devoirs entre époux, les régimes matrimoniaux, les contrats de mariage, etc., qui peuvent donc protéger en dehors de toute mesure de protection juridique. Le principe de proportionnalité, donc la mesure de protection doit être individualisée en fonction du degré d'altération. Elle doit être en stricte adéquation avec l'état et les besoins du majeur protégé. Et c'est pour ça que le juge peut énumérer les actes que la personne protégée a la capacité de faire seule. La mesure de protection a une durée limitée dans le temps. Et à cette fin de proportionnalité de la mesure, le juge des tutelles dispose de différents types de mesures. Donc la sauvegarde de justice, la tutelle et la curatelle qu'on connaît le mieux. Mais on voit de plus en plus, c'est vrai que depuis cette dernière loi, enfin, en même temps, je n'ai pas eu beaucoup plus d'expérience avant la loi, mais on voit beaucoup de mesures aménagées qui citent réellement ce que le mandataire devra faire ou non pour la personne. Et pour donner un exemple très précis que j'ai eu récemment, pour la première fois, c'était un mandataire de nommer uniquement pour accompagner la personne âgée à avoir des conditions de vie plus décentes. Donc il devait quand même pour cela faire un état des lieux du patrimoine et être au courant des charges, etc. Mais il n'avait pas pour objectif de gérer de faire toute la gestion courante. L'idée, c'était vraiment de gérer ce qu'il fallait pour lui permettre d'avoir des conditions de vie décentes, sachant que cette personne vivait depuis des années au milieu des souris et dans un logement rempli d'ordures. Mais avait une capacité décisionnelle qui était quand même préservée pour la gestion courante, administrative et financière. Alors, quels sont les motifs de signalement d'une personne vulnérable? La volonté du législateur est de mieux protéger la personne vulnérable. Il y a des textes de loi qui permettent d'apprécier l'état de vulnérabilité d'une personne majeure. Donc, dans le Code civil, le Code civil prévoit que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Le Code civil stipule également que les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Le fait pour un individu d'être reconnu comme handicapé ne l'assigne pas automatiquement au statut de personne vulnérable. Cela ne sera le cas que si ce dernier n'a pas les moyens d'assurer lui-même sa propre sécurité. De la même façon, le fait d'être âgé ou malade ne suffit pas d'établir qu'une personne est vulnérable. L'âge ou la maladie et leurs conséquences physiques et psychiques doivent empêcher ou avoir empêché la victime de se protéger. Les situations qui motivent un signalement peuvent être diverses. Il y a celles où la personne adulte se met en danger par son propre comportement,
par exemple une personne en situation de handicap qui ne fait plus valoir ses droits, qui perd donc toutes les prestations financières et qui se trouve dans une situation de précarité. Celle où la personne adulte se met en danger du fait de l'attitude néfaste de tiers, abus de faiblesse, utilisation abusive de biens matériels de la personne, son logement, ses affaires personnelles, privation de ses droits fondamentaux, comme ceux d'aller et venir, traiter son courrier, et négligence des personnes chargées de l'aider. L'accompagnement de situations complexes de personnes vulnérables face à ces éventuelles alertes est source de responsabilité. On en a parlé aussi un peu également tout à l'heure. Quelles sont ces responsabilités ? Le Code pénal indique qu'il est obligatoire de prêter assistance à une personne en péril, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours. La non-assistance à personne en péril constitue un délit. Il indique également, le Code pénal, que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement, etc. Alors, est-ce que le secret professionnel empêche le signalement ? Non. Non, puisque le Code pénal prévoit expressément la possibilité pour une personne tenue au secret professionnel de révéler aux autorités judiciaires des faits de maltraitance commis sur une personne adulte vulnérable. La révélation d'une information à une autorité n'est pas obligatoire, mais elle est autorisée. Elle renvoie donc à une évaluation, un positionnement professionnel et à un choix éthique. Dans certaines situations, comme celle vue précédemment, il y a un désaccord sur la transmission ou non à une autorité. Il convient alors de bien évaluer les ressorts et les conséquences de cette transmission. Est-ce qu'on choisit de transmettre pour se couvrir ou pour améliorer la situation ? Les effets sur la possibilité d'action auprès de la personne et de son système familial, même s'il n'y en a pas sur cette situation, contribueront-ils à réduire les possibilités d'aide, à les maintenir ou à les renforcer ? Nous devons donc évaluer et réfléchir à la réaction proportionnée, mais nécessaire. Réaction qui peut être le signalement au procureur en vue d'une mesure de protection. En pratique, l'évaluation de la situation de vulnérabilité exige de prendre en considération la parole de la personne vulnérable, d'informer et d'associer la personne vulnérable à toutes les actions engagées, bien qu'il n'y ait pas d'obligation légale à le faire, et surtout de ne pas rester isolé devant une situation de vulnérabilité. Donc dans l'idéal, c'est travailler avec la personne et ou son entourage pour qu'elle fasse peut-être éventuellement elle-même la mesure de protection. Ça peut être de la convaincre, si on est convaincu que c'est bien pour elle, de la faire, d'autant que si c'est la personne elle-même ou sa famille, la demande peut être adressée directement au juge des tutelles. Donc on gagne un petit peu de temps. Si ce n'est pas possible, c'est au moins avoir son adhésion. Voilà, et j'essaie de raccourcir, qui est important. Donc, pour vous aider éventuellement dans la démarche de signalement, il y a un groupe de travail parisien qui a rassemblé le parquet, la ville de Paris, les services de la DAZES, du CASVP et les M2A, qui a construit un document unique à destination des professionnels pour les signalements au procureur de la République en vue d'une mesure de protection. Ce document, il n'est pas disponible en ligne pour le moment, mais il le sera prochainement sur Maillage 75. Dans cette attente, vous pouvez contacter la M2A pour l'obtenir. Et il y a des sessions d'accompagnement à cette démarche de signalement qui sont prévues au second semestre pour tout Paris. Oui, il y a quand même une information, je veux résumer, mais le risque principal du signalement étant la dénonciation calomnieuse, une description factuelle et sans interprétation des faits constatés est nécessaire. Et c'est en ça qu'on pouvait aussi s'aider du formulaire qui a été construit avec tout le monde. Peut-être voir si ça vous fait réagir. Est-ce que ça vous fait changer de regard? Est-ce que ça soulève d'autres questionnements vis-à-vis des éléments factuels et légaux? Non, je voulais juste ajouter un élément, c'est que même s'il y a eu signalement, derrière, il y a une procédure, et qu'en principe, la personne à protéger, elle est censée être reçue par le juge. Donc tout ne se fait pas non plus dans son dos. Alors dans un certain nombre de cas, troubles cognitifs très avancés, etc., le médecin dit que la personne n'est pas en état d'être reçue. Mais si on revient par exemple au cas de Madame Blanche,
typiquement, elle serait en état elle serait en capacité d'être reçue par un juge. Donc là aussi, il y a quand même des garde-fous qui font que tout ne se fait pas non plus dans le dos de la personne concernée. On n'a pas 6 mois encore après, non, on n'a pas la suite. Est-ce qu'il y a d'autres réactions plus générales peut-être, ou des regrets par rapport à d'autres situations? Vous auriez aimé évoquer d'autres points? Ok. On va conclure. Oui, merci. Merci. Tout dans ma